La nuit était si noire que même les étoiles semblaient s'être tues. Sur la plaine détrempée, seuls les éclats jaunes des explosions découpaient des silhouettes fugaces dans la fumée. Au milieu de ce chaos, un homme se tenait droit, la capote battue par le vent, le regard fixé vers une ligne invisible à l'horizon. Les soldats l'appelaient déjà le général de la victoire. « Mon général » murmura un officier essoufflé en courant vers lui, « les hommes attendent vos ordres, ils ont peur. » Il tourna la tête, lentement. Ses yeux étaient fatigués, rougis par des nuits sans sommeil, mais une étrange sérénité y brillait encore. « Dites-leur ceci, » répondit-il d'une voix calme malgré le tonnerre des canons, « ce soir, nous ne défendons pas seulement une position. Nous défendons l'idée que demain, leurs enfants pourront vivre sans entendre ce bruit-là. » Il montra du menton les explosions qui secouaient le sol. Quelques heures plus tard, dans une tranchée glaciale, un jeune soldat serrait entre ses doigts tremblants une lettre chiffonnée. « Si je survis, disait-il à son camarade, je veux juste assez d'argent pour acheter une petite maison, rien de plus. Tu crois que la vie sera plus simple après la guerre ?» Au loin, la voix du général résonna dans un haut-parleur, portée par le vent, des mots parfaitement choisis, une énergie qui traversait la boue, la peur, la nuit. On aurait dit qu'il tenait la victoire entre ses mains. Dans les journaux, on écrivait déjà « le stratège brillant qui retourne l'impossible en triomphe ». On publiait sa photo, décorée, le regard assuré, entouré de drapeaux. À la radio, son timbre grave remontait le moral de toute une nation. Sur le front, il semblait invincible. Mais personne, à cet instant, ne se demandait comment un homme qui sait gérer des armées, des milliers d'hommes, des lignes logistiques complexes, gère son propre portefeuille. Personne ne pensait à ses économies, à l'avenir de ses enfants, à la fragilité de son compte en banque. La gloire couvre tout, comme un manteau trop brillant qui empêche de voir les coutures déjà prêtes à craquer. Un soir, entre deux offensives, assis seul dans une tente mal éclairée, il ouvrit une lettre de sa femme. L'écriture était élégante, mais la tension se lisait entre les lignes. « Les prix augmentent », écrivait-elle. « Les rations ne suffisent plus. La banque refuse de nous accorder un délai. Tu es un héros pour le pays, mais ici, à la maison, je commence à avoir peur. » Il fronça les sourcils, plia la lettre, repoussa le malaise. Il n'y avait pas de place pour l'inquiétude financière dans la tête d'un homme chargé de gagner une guerre. Il se dit que, plus tard, une fois la paix revenue, tout s'arrangerait. Que la reconnaissance de la nation paierait, d'une manière ou d'une autre, les factures, les dettes, l'avenir. Et vous, en l'écoutant, vous sentez peut-être ce même réflexe, se dire on verra plus tard, quand la tempête sera passée, quand les choses iront mieux, quand, plus tard. Mais que se passe-t-il quand le bruit des canons s'arrête vraiment, et que le silence laisse soudain la place aux factures, aux emprunts, aux regrets? La guerre, lui, il allait la gagner. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une autre bataille, plus sournoise, l'attendait dans le calme trompeur de la paix. Une bataille pour laquelle personne ne l'avait préparé. Pas même lui-même. Les journaux de l'époque en parlent comme d'un géant. Sur la une, on lit « Le général Morel, le stratège de l'impossible ». On voit sa silhouette droite, uniforme impeccable, regard fixé vers un horizon que les civils ne comprennent pas. Derrière lui, des chars, des hommes qui sourient malgré la boue. Il est le symbole de la victoire qui s'annonce. À la radio, sa voix grave coupe le silence des cuisines sombres où on économise le sucre et le pain. Mes amis, nous tiendrons. Chaque jour de plus est un pas vers la liberté. Dans un petit appartement parisien au 4e étage sans ascenseur, sa femme, Jacques, se tord les mains sur le tablier, les yeux humides mais fiers. À côté d'elle, leur fils de 10 ans, Paul, écoute, les coudes sur la table, le menton dans les mains. Le poste grésille, puis la voix de son père reprend, ferme, rassurante. Pour le pays, le général Morel est un héros. Pour Paul, c'est presque un super-héros. Sur le front, c'est un autre monde. Le froid mord jusqu'aux os, la fumée pique les yeux, mais quand Morel traverse les lignes, tout le monde se redresse un peu. Il passe entre les tentes, s'arrête, pose une main sur une épaule, demande un prénom, une ville d'origine. Il sait qu'avant d'être des soldats, ce sont des hommes avec des rêves, des peurs, des familles qui comptent chaque lettre. « Mon général, on dit que vous ne dormez jamais », plaisante un jeune lieutenant, les joues creusées, les yeux cernés. Morel esquisse un sourire fatigué. « Je dors quand vous dormez tous. » Autant dire pas souvent. Les hommes rient. Pendant quelques secondes, le grondement lointain de l'artillerie semble moins lourd.
Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au moment où il replie la carte sur la table en bois, au milieu des mégots écrasés, quelque chose en lui se serre. La stratégie, il maîtrise. Le courage, il sait l'inspirer. Mais déjà, dans un coin de sa tête, une question silencieuse bourdonne, et après? Quand tout ça s'arrêtera, que restera-t-il? Un soir, alors qu'il examine les rapports, son aide de camp, Lefebvre, casse la solennité en lançant, presque gaiement, quand on rentrera, mon général, avec votre renom, vous serez intouchable. Médaille, honneur, sécurité à vie. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de rien. Morel relève la tête. Sécurité à vie. Il répète les mots comme si c'était une langue étrangère. Lefebvre rit. Vous serez reçu partout. Carrière politique, conseil d'administration, conférence. L'argent suivra, forcément. Pour un homme comme vous, ce sera facile. Le général hoche la tête, mais au fond de lui, un malaise se glisse comme un courant d'air froid par une fenêtre mal fermée. Il n'a jamais appris à penser en termes des « après ». Sa vie entière a été une succession d'urgences, d'ordres, de décisions immédiates. L'idée même de planifier, d'épargner, de construire une sécurité, n'a jamais été au centre des conversations. Ni à l'école, ni à l'armée, ni à la maison. Dans ses rares permissions, quand il retrouve Jeanne, elle ose parfois glisser, à voix basse, entre deux étreintes trop courtes, tu crois que, après, on pourra enfin souffler un peu. Mettre quelque chose de côté. Pour Paul, pour plus tard. Il la serre contre lui, contourne la question avec la maladresse des hommes qui n'ont pas de réponse. On s'en sortira. J'ai ma solde, j'ai mes grades. Le pays ne nous laissera pas tomber. Il y croit à moitié. Elle veut y croire complètement. Et vous, à ce moment de l'histoire, à quoi vous seriez-vous accroché, vous? À la gloire, à la promesse vague que tout ira bien, ou à un plan concret, à une vraie stratégie de sécurité financière. Pendant que les bombes tombent, une autre bombe, silencieuse, se prépare déjà dans l'ombre, celle des factures, des revenus incertains, des promesses non tenues. Mais ça, ni Morel ni Jeanne ne le voient encore. Pour l'instant, il n'y a que la guerre, le bruit, l'honneur, et l'illusion dangereuse que la victoire sur le champ de bataille garantit automatiquement la victoire dans la vie. Ce qu'ils vont découvrir, plus tard, sera bien plus violent que ce qu'ils imaginent. Le soir tombait sur le QG comme un rideau lourd, teinté de rouge par les derniers éclats d'un ciel bombardé. Dans la grande salle enfumée, des cartes couvraient la table centrale, piquées d'épingles de couleur. Les téléphones crépitaient, les radios grésillaient, les messagers entraient et sortaient en courant. Au milieu de ce chaos orchestré, le général Moreau se tenait droit, veste entrouverte, yeux fixés sur la ligne de front tracée au crayon gras. Un officier jeune, les traits tirés, s'approcha avec un rapport tremblant entre les mains. « Mon général, si nous avançons comme prévu, on risque de manquer de carburant d'ici 2 jours. » Les réserves. Moreau leva à peine les yeux. Les réserves, capitaine, on les trouvera. Ce qui compte, c'est l'initiative. On frappe fort, là. Il posa son doigt sur un point précis de la carte. Ici, ils ne s'y attendent pas. Autour de lui, chacun retenait son souffle. Quand il parlait, la peur reculait d'un pas. On disait qu'il voyait le champ de bataille comme un joueur d'échecs voit l'échiquier, 3 coups d'avance, toujours. Il connaissait le langage des ressources rares, de la logistique tendue à l'extrême. Il savait compter les munitions, rationner la nourriture, économiser chaque véhicule pour le moment décisif. Gérer le peu pour obtenir le maximum, il faisait ça depuis des années. Un colonel hésita, puis osa. « Et si l'ennemi nous coupe des arrières, mon général? Nous n'aurons plus rien. » Moreau serra les mâchoires, mais son regard resta calme. « On ne gagne jamais une guerre en économisant la peur, colonel. On l'investit dans le bon plan. Faites déplacer les camions cette nuit. On pariera sur la surprise. » Dans un coin, un photographe militaire immortalisait la scène. Flash aveuglant. Le lendemain, le visage du général serait à la une des journaux, le stratège de la victoire. On le montrerait, pipe à la main, air déterminé, comme un homme que rien n'ébranle. Les foules, à l'arrière, verraient en lui la promesse d'un demain plus sûr. Personne ne se demanderait comment il vivait lui, ni ce qu'il avait réellement en poche. Personne ne remarquait non plus les gestes automatiques qu'il faisait, tard le soir, quand le front se taisait un peu. Il sortait de sa poche une vieille lettre, pliée et repliée,
où son épouse parlait d'un compte bancaire presque vide, du loyer en retard, des chaussures des enfants trop petites. Il lisait en silence, avant de la remettre soigneusement à sa place. Puis il retournait à ses cartes, comme si la seule bataille qui méritait son attention était celle contre l'ennemi. Il aurait pu, ce soir-là, réfléchir différemment. Se dire que sa capacité à prévoir les mouvements de troupes pourrait s'appliquer à autre chose, à sa vie, à son avenir, à celui de sa famille. Mais à cette époque, pour lui comme pour beaucoup d'hommes, l'argent n'était pas un sujet digne d'un héros. On parlait de courage, d'honneur, de sacrifice. Jamais de budget, d'épargne, de protection. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez un peu en lui? Capable de tout prévoir pour les autres, pour votre travail, pour votre équipe, mais près que jamais pour vos propres finances. Vous vous battez sur tous les fronts, mais celui de votre argent reste flou, remis à plus tard, quand la guerre sera finie. Cette nuit-là, pourtant, au milieu des cartes et des ordres, une première fissure invisible se créait entre la légende du général et la réalité de l'homme. Une fissure qui, lorsque les canons se tairaient, s'ouvrirait comme une brèche immense, prête à engloutir tout ce qu'il croyait avoir gagné. Les premiers mois de paix eurent un goût étrange. Dans les rues de Paris, les drapeaux flottaient encore aux fenêtres, les cafés se remplissaient de rires nerveux, d'espoir timide. Mais pour le général Moreau, ce vacarme joyeux sonnait comme un écho lointain. On le reconnaissait parfois, on le saluait d'un « mon général », admiratif, puis les pas continuaient, pressés, occupés à reconstruire d'autres vies que la sienne. Un matin de novembre, il poussa la porte d'une banque du boulevard Haussmann. L'odeur de cire et de papier, le silence feutré, les employés penchés sur leur registre, tout cela lui semblait plus intimidant que le grondement des canons. Il serra son dossier entre ses doigts. Dedans, quelques économies, des primes de guerre, des lettres officielles. Il pensait naïvement que ces médailles parleraient pour lui. Le directeur, un homme aux lunettes rondes, lui adressa un sourire poli, mécanique. « Que puis-je pour vous, mon général ?»« J'ai besoin d'un prêt, » répondit Moreau. « Pour repartir. Trouver une maison, stabiliser ma famille. Je n'ai jamais appris à gérer tout cela. » Le banquier feuilleta les documents, fronça légèrement les sourcils. « Vos revenus actuels ?» ?»« Pour le moment, rien de fixe. L'armée réduit les effectifs. On m'a parlé d'un poste, mais rien d'écrit. Des garanties? Des biens à votre nom? Non. Pendant des années, je n'ai possédé qu'un uniforme et un fusil. » Un silence lourd s'installa. Le directeur posa son stylo. « Vous comprenez, général, la banque ne peut pas prêter sur des promesses. Nous avons besoin de chiffres, pas de décoration. » Ces mots le frappèrent comme un éclat d'obus. Pas de décoration. Lui qui avait mené des hommes au combat se retrouvait soudain réduit à des colonnes de chiffres qu'il ne maîtrisait pas. Il sortit, le dos raide, la gorge serrée. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférent à sa petite défaite silencieuse. Ce soir-là, à la maison, sa femme l'attendait, les factures étalées sur la table. « Ils ont dit quoi ?» demanda-t-elle, sans détour. Il hésita, cherchant ses mots comme on cherche une position sur une carte. « Ils ont dit que je ne suis pas assez sûr. Pas assez rentable. » Elle baissa les yeux sur les papiers. « On paie le charbon ou le loyer ?» murmura-t-elle. Une question simple, brutale, qu'aucun état-major ne lui avait jamais posée. Il regarda le visage fatigué de celle qui avait patienté dans l'ombre pendant qu'il brillait dans la lumière des journaux, et il comprit soudain, pendant des années, il avait planifié des batailles, calculé des offensives, anticipé l'ennemi, mais il n'avait jamais pris le temps de construire une stratégie pour l'après, pour l'argent, pour la sécurité. Vous voyez comme c'est cruel? On ne lui avait jamais appris à penser en termes de budget, de réserve, de risque financier. On lui avait appris à risquer sa vie, pas à protéger son avenir. Et vous, si vous étiez assis à cette table, ce soir-là, qu'auriez-vous choisi, le chauffage ou le toit, la facture ou la nourriture? Assis à la petite table en formica de la cuisine, Henri tourne entre ses doigts une cuillère tordue, comme si ce morceau de métal cabossé pouvait lui donner une réponse. La nuit a avalé la ville, seules quelques fenêtres éclairées témoignaient encore d'une vie derrière les murs. Devant lui, un tas de lettres ouvertes, certaines avec des tampons rouges criards, dernier appel, mise en demeure, relance. À chaque mot, il a l'impression de recevoir une balle qu'il n'a pas appris à éviter. Élise s'avance doucement, une tasse de café entre les mains. Ses yeux sont cernés, mais sa voix reste douce,
presque maternelle. Tu ne peux pas continuer comme ça, Henri. On doit parler chiffres, pas médailles. Il se crispe. Les chiffres, encore eux. Sur le champ de bataille, il lisait des cartes, calculait des distances, anticipait les mouvements ennemis en quelques secondes. Ici, face à 3 colonnes revenues, charge, dette, il se sent perdu. J'ai tout donné à ce pays, marmonne-t-il en évitant son regard. Je ne comprends pas comment, nous en sommes arrivés là. Élise pose la tasse, s'assoit en face de lui et tire lentement un carnet jauni. Sur la couverture, on distingue encore, écrite à l'encre bleue, carnet des dépenses maman. Elle le feuillette, montre des lignes serrées, des montants, des annotations. Tu vois ça? C'était ma mère pendant l'occupation. Elle comptait chaque ration, chaque morceau de savon, chaque sou économisé. Elle disait toujours, on ne choisit pas les bombes qui tombent, mais on choisit ce qu'on fait avec ce qu'il reste après. Henri observe ces chiffres tracés à la main, cette discipline silencieuse qui n'a jamais fait la une des journaux, ni reçu de décoration. Son front se plisse. Je n'ai jamais appris ça, Élise. On m'a appris à gagner des batailles, pas à gérer un budget. Elle esquisse un sourire triste. Justement. Tu as gagné des batailles parce que tu avais une stratégie, un plan, des objectifs clairs. Là, avec l'argent, tu avances comme si tu étais au milieu d'un champ de mines, les yeux bandés. Tu espères juste ne pas exploser. Henri serre les dents. Ses mains, qui autrefois signaient des ordres de mission décisifs, tremblent légèrement en attrapant une des lettres. Et que veux-tu que je fasse? Que je me mette à noter chaque franc, à compter chaque morceau de pain. C'est indigne. Élise le fixe, soudain plus ferme. Ce qui est indigne, Henri, ce n'est pas de compter. Ce qui est indigne, c'est de laisser tes dettes décider de ta vie. C'est de laisser la peur entrer dans les yeux de nos enfants à chaque fois que le facteur sonne. Un silence lourd tombe. On entend au loin le bruit d'un tramway qui grince sur les rails. Henri inspire profondément. Au fond, ses peurs se mélangent, la honte d'avouer qu'il ne maîtrise rien, la colère contre un système qu'il a glorifié puis oublié, et cette sensation insupportable de perdre le contrôle, centimètre par centimètre. Il laisse échapper, presque dans un souffle. Tu crois vraiment qu'on peut reprendre la main? Que ce n'est pas déjà trop tard? Élise penche la tête. Ses yeux brillent d'une détermination tranquille. Il est trop tard seulement le jour où tu décides d'abandonner. Tu as affronté des canons, Henri. Tu peux affronter des colonnes de chiffres. Mais il va falloir que tu acceptes quelque chose. Il relève les yeux, intrigué malgré lui. Et vous, en l'écoutant, est-ce que vous vous reconnaissez un peu en lui? Est-ce que, vous aussi, vous avancez dans votre vie financière comme Henri, en espérant que ça ira, sans jamais vraiment regarder la vérité en face? Si c'est le cas, restez bien avec moi, parce que ce qu'Élise s'apprête à dire va changer le cours de leur histoire, et peut-être de la vôtre. Un soir, alors que la pluie s'écrase contre les vitres comme un feu nourri, il reste seul dans la cuisine. Devant lui, une pile de lettres ouvertes, certaines avec des tampons rouges, d'autres avec des chiffres encerclés au stylo. Il rapproche une enveloppe, lit à voix basse, comme s'il déchiffrait un message codé venant du front. Somme totale due, intérêt de retard, mise en demeure. Sa voix se brise. Ce ne sont plus des ordres de mission, ce sont des verdicts. Il repose la lettre, se frotte le visage. Ses mains, autrefois fermes sur une carte d'état-major, tremblent légèrement. Sa femme entre, silencieuse, tenant une tasse de café. Elle le regarde longtemps avant de parler. « Tu n'as presque rien mangé aujourd'hui, murmure-t-elle. Il esquisse un sourire las. « Je n'avais pas faim. » Elle s'assied en face de lui, observe la montagne de papier. « Combien encore ?» Il hésite, puis répond, comme un soldat annonçant des pertes, « Trop. » Et ce ne sont pas seulement les dettes. C'est ce que ça dit de moi. Elle fronce les sourcils. De toi. À la guerre, on me traitait de visionnaire. On disait que je prévoyais 3 coups d'avance. Et là, il désigne les factures. Je n'ai même pas prévu le mois suivant. Un silence s'installe, lourd mais vrai. Le tic-tac de l'horloge ressemble à un compte à rebours. Tu sais, reprend-elle doucement, tu as appris à lire les cartes, les plans, les mouvements de l'ennemi. Mais personne ne t'a jamais appris à lire ça. Elle tapote une facture du bout du doigt. Les chiffres, les intérêts, l'avenir financier.
On t'a appris à survivre à la guerre, pas à survivre à la paix. Il soupire, se laisse aller contre le dossier de sa chaise. Et c'est ça qui me fait le plus honte. J'aurais dû protéger les miens. Comment un général qui a protégé des milliers d'hommes peut-il mettre sa propre famille dans une situation aussi fragile? Elle pose sa main sur la sienne. Tu as protégé nos vies. Maintenant, il faut apprendre à protéger notre avenir. Ce n'est pas la même bataille. Il garde les yeux fixés sur les chiffres, et soudain, quelque chose se fissure en lui. Il se rend compte que, toute sa vie, il n'a vu l'argent que comme un outil lointain, la solde versée, les budgets de l'armée, jamais comme un langage qu'il devait vraiment comprendre. Pour lui, la valeur, c'était l'honneur, le devoir, la victoire. Mais personne ne lui avait expliqué que, dans la vie civile, ne pas comprendre l'argent, c'est comme partir au combat sans carte ni renseignement. Une pensée lui traverse l'esprit, violente, et si cette misère silencieuse, ce stress qu'il cache à ses enfants, cette peur d'ouvrir la boîte aux lettres, était une autre forme de guerre. Une guerre invisible, que des millions de familles mènent en silence. Il se lève, fait quelques pas, les mains derrière le dos, réflexe d'officier. À la guerre, dit-il à mi-voix, on affronte un ennemi qu'on peut voir. Ici, l'ennemi est dans nos habitudes, dans ce qu'on ne sait pas, dans ce qu'on a peur de regarder. Il se tourne vers sa femme. Dis-moi, de quoi tu as le plus peur en ce moment? Elle ne répond pas tout de suite. Ses yeux brillent légèrement. De devoir dire non aux enfants pour des choses simples. De ne plus pouvoir les rassurer. De te voir t'éteindre chaque fois que tu ouvres une lettre. Et toi? Il réfléchit un instant. J'ai peur de devenir un héros du passé, et un échec du présent. Et toi, là, si tu devais mettre un mot sur ta plus grande douleur avec l'argent, ce serait quoi? La dette. L'incertitude? La honte de demander de l'aide. La question flotte dans l'air, comme si elle ne s'adressait plus seulement à elle, mais à chaque personne qui écoute cette histoire. Il retourne s'asseoir, tire une feuille blanche devant lui. À la guerre, on commence par reconnaître le terrain, les forces, les faiblesses. Peut-être que notre première victoire, cette fois, ce sera juste, de regarder en face ce qui fait le plus mal. Et de l'écrire noir sur blanc. Sa main saisit un stylo. Il inspire profondément. Une nouvelle forme de stratégie est sur le point de naître, plus intime, plus douloureuse, mais peut-être, enfin, libératrice. Cette nuit-là, Henri se réveilla en sursaut. Le tic-tac de la vieille horloge sonnait comme un compte à rebours. À côté de lui, Claire dormait d'un sommeil léger, inquiet. Il se leva sans faire de bruit, prit la boîte en fer cachée dans le bas de l'armoire et s'assit à la table de la cuisine. Une bougie, un carnet, quelques factures froissées. Le général de la Victoire était là, en pyjama usé, le dos voûté, à faire une guerre de chiffres. Il prit un crayon, inspira profondément. « Très bien, mon vieux, on va regarder la vérité en face, murmura-t-il. Il écrivit en haut de la page, ce qui entre, ce qui sort, ce qui manque. Les colonnes se formèrent sous ses yeux. La pension de vétéran. Le maigre salaire tiré de petits travaux. Le loyer, la nourriture, les médicaments de Claire, les études de Louise. Et, en bas, les dettes, la banque, le commerçant du quartier, le cousin à qui il n'avait pas encore remboursé. Plus il alignait les montants, plus sa main tremblait. Les chiffres ne mentaient pas. Il revoyait les repas où il avait dit à ses enfants, « Ne vous inquiétez pas, papa gère. » Mais la vérité, c'est qu'il ne gérait rien. Il encaissait, comme on encaisse un bombardement, en espérant que ça cesse tout seul. Claire entra dans la cuisine, enroulée dans un châle. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Il referma instinctivement le carnet, réflexe de soldat pris en faute. Elle posa une main sur son épaule. « Tu crois vraiment que tu dois porter ça tout seul? Tu m'as laissé t'aider pendant la guerre. Laisse-moi t'aider pour celle-là aussi. » Il hésita, honteux. « Je ne sais même pas par où commencer. On m'a appris à tenir une ligne de front, pas un budget. On m'a appris à mourir dignement, pas à vivre sans peur de la fin du mois. » Sa voix se brisa. Elle tira une chaise, s'assit à côté de lui. « Alors, on va apprendre. Ensemble. » Ils rouvrirent le carnet. Claire traça une nouvelle ligne en bas de la page, objectif. Elle écrivit, ne plus avoir peur. Puis elle entoura ces mots comme on cerne une position sur une carte militaire. Tu vois, Henri, l'argent,
ce n'est pas qu'une question de billets. C'est une question de peur, de sécurité. Toute ta vie, tu as protégé les autres. Il est temps que tu apprennes à te protéger toi-même. Il la regarda, surpris par la simplicité de cette phrase. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais pensé à l'argent autrement que comme quelque chose qui manquait ou qui arrivait par hasard. Jamais comme une stratégie, un plan, une protection. Il pensa à ses enfants, qu'allait-il hériter de lui? Une médaille sur une cheminée, ou bien une autre chaîne de dettes et d'angoisse? Dis-moi, toi qui m'écoutes, as-tu déjà pris, comme Henri cette nuit-là, le temps d'asseoir ta peur à une table et de la regarder en chiffres, noir sur blanc? Ou continues-tu, comme lui avant, à espérer que ça ira sans oser vraiment compter? Car au moment même où Henri découvrait sa vérité, une idée, encore fragile, commençait à naître en lui, et allait changer, peu à peu, sa façon de voir l'argent, la guerre, et sa propre valeur. Le soir tombe sur la petite maison du général. Dans le salon, la lampe diffuse une lumière jaune, un peu triste, sur les factures étalées comme des cartes d'état-major. Mais cette fois, aucune stratégie ne semble fonctionner. Il passe la main sur son visage, plus marqué qu'au pire jour de la campagne d'Italie. Sa fille s'approche, doucement, avec 2 tasses de tisane. Elle le regarde en silence, puis ose enfin poser la question qu'elle rumine depuis des semaines. Papa, comment un homme qui a gagné tant de batailles, peut se retrouver à perdre, à ce point-là, face à l'argent? Le mot « perdre » le frappe plus fort qu'un obus. Il déglutit, cherche une plaisanterie, mais rien ne vient. Alors, pour la première fois, il n'essaie pas d'être un héros, juste un homme. Tu sais, dit-il en fixant le tas de paperasse, à la guerre, je savais qui était l'ennemi. Je pouvais l'identifier, le contourner, l'attaquer. L'argent, je ne l'ai jamais vraiment compris. On me disait, toi, bats-toi. Le reste suivra. J'y ai cru. C'était plus simple. Il marque une pause, les yeux brillants. On nous a appris à mourir pour le pays. On ne nous a jamais appris à vivre avec un budget. On m'a décoré pour mon courage sous les bombes, mais jamais personne ne m'a montré comment lire un contrat, comment épargner, comment dire non à un banquier trop souriant. Sa fille fronce les sourcils. Alors, l'ennemi que tu n'as pas vu venir, c'est l'ignorance financière. Exactement, répond-il dans un souffle. Et l'orgueil. Je croyais que parce que j'avais vaincu Hitler, je pouvais tout affronter. Mais l'argent ne se bat pas avec des médailles. Il se gère avec des principes. Et ça, je ne les avais pas. Il détourne le regard vers la fenêtre. Dehors, le quartier s'assombrit, les lumières des voisins s'allument une à une. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Poursuit-il. Ce n'est pas d'être pauvre. C'est de voir que mes erreurs retombent sur vous. L'endettement, c'est comme une tranchée, on pense pouvoir en sortir en forçant, mais plus on s'agite, plus on s'enfonce. Et chaque mois, ces lettres, c'est comme des balles perdues. Elles ne me touchent plus moi, elles vous frôlent, toi, ta mère, ton frère. Sa fille baisse les yeux, émue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, papa? On baisse les bras. Non, ça, jamais, répond-il, avec une femme qui rappelle le commandant autrefois. À la guerre, on disait, quand tu ne peux plus avancer par la force, avance par l'intelligence. Peut-être que j'ai perdu la première manche contre l'argent, mais la guerre n'est pas finie. Il se redresse légèrement, prend une facture, la regarde autrement. Cette fois, je ne veux plus subir. Je veux comprendre. Comprendre mes erreurs, comprendre ce que j'aurais dû apprendre à 20 ans, pas à 60. Et surtout, je veux que vous n'ayez jamais à vivre ça. Il se tourne vers sa fille. Dis-moi, toi, de quoi tu as le plus peur, avec l'argent? Des dettes. De manquer? De ne jamais être libre de choisir ta vie? Elle hésite, surprise qu'il renverse ainsi la question vers elle. J'ai peur, oui. Peur de finir comme toi, sans savoir. Peur de toujours courir derrière le mois suivant. Peur de ne jamais me sentir en sécurité. Il hoche la tête, doucement. Alors parlons-en. Mettons des mots sur nos peurs. C'est comme sur le champ de bataille, tant que tu crois que le danger est partout, tu restes paralysé. Quand tu sais où il est, tu peux enfin décider comment te défendre. Il repose la facture sur la table, presque avec respect. J'ai appris à mes hommes à se battre pour leur vie. Peut-être qu'il est temps que j'apprenne, à toi et aux autres,
à se battre pour leur avenir financier. En commençant par reconnaître mes fautes, une à une. Il inspire profondément. Demain, je vais te raconter les 3 plus grandes erreurs qui m'ont conduit ici. Si tu les comprends, tu pourras peut-être éviter de reproduire ma défaite, et écrire ta propre victoire. Le soir tombe sur la petite maison. Dans le salon, la lumière jaune de la lampe découpe des ombres douces sur les murs. Le général, en chemise simple, regarde une dernière fois le tiroir où il a rangé ses médailles. Il l'ouvre, les observe en silence, puis le referme avec lenteur, comme on ferme un chapitre de sa vie. Sa fille s'approche, un carnet à la main, celui où ils ont commencé à écrire ensemble le nouveau budget de la famille. Elle s'assied près de lui. « Papa, tu regrettes ?» demande-t-elle doucement. Il sourit, un sourire un peu fatigué, mais plus apaisé qu'autrefois. « Je regrette d'avoir cru que le courage ne servait qu'au front, » répond-il. « J'aurais dû comprendre plus tôt qu'il faut aussi du courage pour regarder ses comptes en face, pour dire non à une dépense inutile, pour admettre qu'on ne sait pas. » Il marque une pause, caresse la couverture du carnet. « Mais je ne regrette pas d'apprendre maintenant. Tant que l'on respire, on peut encore changer de stratégie. Pendant la guerre, j'avais des cartes, des plans, des renseignements. Dans la vie civile, j'ai voulu avancer sans aucune carte financière. C'était une erreur. » La caméra s'attarde sur ses mains, autrefois habituée à pointer des directions sur des cartes d'état-major, maintenant occupée à tracer des colonnes, revenus, épargne, dette. « Tu sais, continue-t-il en regardant sa fille, j'ai compris une chose, la dignité, ce n'est pas seulement le respect qu'on reçoit des autres. C'est aussi la façon dont on se prépare pour que ceux qu'on aime n'aient pas à payer nos silences, nos peurs, nos ignorances sur l'argent. » Elle hoche la tête, les yeux brillants. « Et toi qui regardes cette histoire, poursuit la voix du narrateur, peut-être que tu mènes aussi ta propre guerre, mais sans uniforme. Peut-être que ton ennemi, ce sont les dettes qui s'accumulent, l'absence totale d'épargne, la peur de ne pas pouvoir offrir un avenir digne à ta famille. » Un bref silence, comme pour laisser la question résonner. Demande-toi honnêtement, où est ton front aujourd'hui? Quel est l'ennemi financier que tu refuses de nommer, mais qui te ronge en silence? Est-ce une carte de crédit toujours au maximum? Un compte bancaire que tu n'oses plus ouvrir? Des conversations sur l'argent que tu évites par honte ou par peur du conflit? Le narrateur laisse flotter ces images, puis reprend, plus posé. Mettre des mots sur cet ennemi, c'est déjà un premier acte de courage. Notre général a dû admettre qu'il ne savait pas gérer son argent pour enfin commencer à se relever. Et toi, serais-tu prêt à faire ce même pas? À écrire, noir sur blanc, ce qui te fait le plus mal aujourd'hui dans ta vie financière? Le regard du général se lève, comme s'il s'adressait directement à vous. « Je ne peux plus changer le passé, murmure-t-il, mais je peux encore protéger notre avenir. » La voix du narrateur se fait plus basse, presque complice. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu, même un peu, dans les faiblesses de ce héros de guerre vaincu par l'argent, alors ne repars pas comme si de rien n'était. Pose ton empreinte ici. Partage dans les commentaires ta plus grande douleur financière en ce moment. Pas pour te plaindre, mais pour commencer à la regarder en face. Parfois, écrire une phrase, c'est le début d'une nouvelle stratégie. Un léger sourire se dessine sur le visage du général tandis qu'il ferme son carnet. Et si tu veux continuer à explorer ces histoires où le passé nous apprend à mieux gérer notre présent, si tu veux transformer ta relation à l'argent sans renier tes émotions ni ton histoire, abonne-toi. Chaque histoire que tu découvriras ici sera comme une nouvelle carte dépliée devant toi. À toi ensuite de décider comment tu avanceras.